Bonsoir. Alors on improvise complètement ce petit rôle de MC de la soirée, tout ça, mais en gros ce qu'on nous a dit de vous dire c'est merci d'être là, parce qu'on est content de finalement de vous montrer ça. Et vous êtes content? Super contente. Je suis super contente d'avoir gagné le pierre feuille ciseaux pour que ce soit David qui commence à parler. Et en gros je vais pas vous raconter le film, parce que vous allez le voir, ça dure 1h25, ça va arriver en 2 minutes, on va pas parler longtemps, c'était juste l'idée, c'était de vous expliquer un peu la genèse de... comment on en est arrivé à faire un film d'1h25 qui parle de ça, de kayak et de chute. Et ça part, en fait, c'est un peu un processus un peu à l'envers. Je suis parti de cette image assez marquante que vous voyez dans le film, vers la fin, de ce que fait Nouria, qui dure 2 secondes et demie. Et puis je me suis posé la question, parce que moi aussi je viens de kayak, donc je connais quand même bien le sujet, je connais bien Nouria. Mais en tirant un peu les fils, de me dire dans ces 2 secondes et demie, c'est pas juste je suis en haut, boum, je suis en bas, tout va bien, merci, au revoir. En essayant de me demander ce qui lui avait permis de réaliser ces 2 secondes et demie, de la façon dont elle l'a réalisé. Ça s'est pas passé comme prévu, et donc d'un projet purement sportif avec David qui me connaît depuis que j'ai 10 ans et qui s'est dit non, en fait. Ok, tu sautes une chute, mais c'est pas très intéressant, tout le monde s'en fout. Et du coup, il s'est dit non, mais on va raconter plus de trucs. Et nous voilà avec un film de 1h25. Moi j'en étais restée à 1h15, alors j'ai un peu peur les 10 minutes. Je me demande si c'est pas là-dedans. Mais ouais, du coup, on est parti sur un documentaire un peu plus long. Et moi, je n'étais pas préparée trop pour ça, donc j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, merci d'être venus. Il y a beaucoup de kayakistes, il y a des copains d'école, il y a des copains de Red Bull, il y a vraiment du monde. Donc, merci d'être là et puis il y aura des questions-réponses. Ouais, on se reparle après parce qu'il y aura peut-être des questions. Si on a bien fait notre job, il n'y en aura pas. Ce sera à vous de nous le dire après. Merci. Et bon. Moi, je n'ai pas marqué des points ce soir. Désolée, maman. Elle déteste les chutes. C'est chaud. Mais je comprends pourquoi. Du coup, je lui ai demandé pas comment elle se sent. C'est pas la question à poser ce soir, merci. Moi, j'ai pas de questions. Il n'y a pas de questions, cool. Moi j'ai une question, t'arrives comment dans l'eau, là sur le 30, on dirait que t'arrives hyper droite, t'arrives comment physiquement, genre vraiment, j'arrive pas à me rendre compte, Alors sur les chutes, dès qu'il y a de la hauteur, en fait on essaye de faire comme en plongeon. Ouais. Donc d'être le plus groupé possible et le plus à 90 degrés possible. Là sur celle-là avec le kicker, il y a une complexité qui rentre en jeu, c'est que le kayak va se déconnecter du rideau d'eau. Donc là, non seulement on est en chute libre, mais en plus on est en chute libre sans toucher l'eau qui tombe. Donc en général, ça propulse un peu en avant, donc c'est un peu compliqué. Et donc là, sur ce moment-là, pour pas passer au-dessus des barres, on appelle ça en kayak, en fait, pas atterrir sur ta tête, il y a un moment où je dégroupe. En fait, je vais venir tôt essayer de tout serrer, de tout verrouiller. grouper, ouais. Et quand je vois que ça part un peu au-dessus, je rouvre un peu et je regroupe. Et ce qui fait qu'à la fin de la chute, c'est assez finot, mais je ne suis pas complètement tout verrouillé, tout en boule. Et donc l'impact, il fait bien mal. Et c'est pour ça que Diego, il arrive et que j'arrive pas trop à lui parler parce qu'en fait, c'était un peu fort et j'étais un peu en vrac. Mais assez étonnamment, en fait, tu fais le projet que tu as pensé pendant 3 ans. Tu as réussi le truc de tes 3 ans. Et le lendemain, j'avais pas de courbature du tout. Mais je crois pas que c'était ma ligne. C'est parce que je me suis fait kidnapper par les dames de la ferme. Enfin, pas kidnapper, mais sciemment, en fait, j'ai dit oui à tout. Je sais pas pourquoi j'ai dit oui à tout.
Mais je fais ce projet et puis la première chose en sortant, c'est que je me retrouve dans des sous-vêtements qui ne sont pas les miens, dans une maison qui n'est pas la mienne. Et en fait, elles ont fait une espèce de concoction un peu médecine traditionnelle, un espèce de hammam improvisé. Et dès que je voulais sortir, parce que c'était trop chaud, j'en avais un peu marre, elle me rappuyait sur la tête et elle me remettait dedans. Mais je crois que ça a marché, donc merci à elle. Bravo au passage, excuse-moi, je t'ai posé la question. Ouais. Je sais pas si ça marche. Salut Noria. Bravo. Ouais, bravo pour ce film, enfin, magnifique, incroyable, voilà, quoi. Grosse sensation. J'avais une petite question sur la manière dont tu gères la prise de risque. Parce que on voit qu'il y a une grosse prépa, où il y a plein de réglages. Voilà, t'observes la chute un peu dans tous les sens, tu mesures tout ça, mais personne n'avait chuté à cet endroit-là, donc en fait, j'imagine qu'il y avait plein de parts d'inconnus, notamment sur ce qu'il y avait peut-être en dessous, la profondeur, enfin même si tu testes un peu. En fait, par rapport à cette part de risque, on va dire, qui reste un peu incompressible malgré toute la prépa et toutes les mesures, est-ce qu'à un moment tu te dis tiens, je m'abandonne un petit peu à cette prise de risque et puis je lâche prise sur la peur et puis ça fait partie du jeu et voilà, je sais pas si tu vois ce que je veux dire par rapport à cette part d'inconnu qui de toute façon subsiste même jusqu'à la fin malgré tout ce qu'on a préparé. Est-ce qu'à un moment, voilà, tu t'abandonnes un peu à quelque chose à une espèce d'inconnu, tu vois, qui reste, quoi. Ah, la colle. T'es pas obligé de répondre. Ok. Si c'est relou. Non, mais après, c'est toujours une question assez compliquée. Souvent, on ne différencie pas les conséquences et le risque. Et en fait, les conséquences sont grandes, mais le risque, c'est statistique. Tu vois, peut-être que les conséquences, elles peuvent être grandes, mais si toi, tu es sûr que tu vas faire tes mouvements comme il faut, en fait, tu peux jouer avec justement ce risque et le faire diminuer. Et je pense que moi, je fonctionne juste avec une règle d'or, c'est que si la ligne, tu la vois pas, ça veut dire que si tu n'es pas sûr de pouvoir faire tous les mouvements comme il faut, tu n'y vas pas et tu portes. Et c'est très bien de porter et pas faire les choses qu'on ne sent pas. Et donc, c'est un peu cette règle-là que je vais suivre. Après, la question de la peur, c'est encore une autre question un peu colle et compliquée. Mais souvent, on voit la peur comme quelque chose de très négatif. Et alors que ça n'a pas toujours lieu d'être. En fait, si on prend le Ladakh juste après l'accident, là, il y a beaucoup de peur. Et là, c'est vraiment horrible. Parce qu'en fait, même les kayakistes y verront, mais sur la manière dont je navigue, c'est brouillon, c'est saccadé. Et du coup, ça marche pas. Mais la peur, quand elle est un peu pas trop élevée et un peu plus rationnelle et posée et que tu arrives à composer avec, en fait, c'est un outil génial parce que c'est ce qui va te forcer à pas aller au-delà de ta limite et à faire attention et à te concentrer. Et du coup, la peur, c'est bien, quoi. Merci. Une colle, s'il vous plaît. Bravo aussi, franchement je pense on le prend tous de plein fouet. Petite question, moi quand on te voit fermer les yeux à la toute fin avant de faire le dernier saut, est-ce qu'au final tu révises un petit peu la technique au moment où tu vas chuter ou t'es un peu comme nous tous et en fait tu dis juste maintenant il faut y aller quand on fait tous un saut d'une falaise? Alors il y a toujours la partie où tu fermes les yeux, tu respires et c'est un peu pour être en phase avec toi-même, avec ce que tu as à faire. Sur la respiration, c'est un peu la cohérence cardiaque, c'est d'essayer de se calmer pour être capable de ne pas être précipité parce que sur 2 secondes et demie, en fait, dès que tu fais un petit mouvement un peu saccadé, derrière en général tu es en travers et ça fait vite mal. Et fermer les yeux, c'est aussi un peu un travail d'imagerie mentale pour bien te rappeler où est-ce que tu places ton paillet, comment tu vas faire. Et en l'occurrence, sur l'équateur, c'était aussi pour pas trop m'énerver parce que le gars du drone, il mettait genre 15 ans à se mettre en place et
Et du coup, déjà, j'étais un peu sous pression, mais genre, je commençais à juste m'énerver, donc il fallait que je fasse un petit travail sur moi-même. Pourquoi à gauche, vous ne pourrez pas poser de questions? Sur une chute comme ça, c'est une équipe de combien de personnes en haut et en bas que tu as avec toi? Alors ça va de 3 sur des plus petites chutes, et là vu que c'était vraiment le gros projet, il y avait 30 personnes, une trentaine de personnes, mais si c'était à refaire, je ferais pas ça, parce qu'en fait tu avais 5 cordistes, les cordistes de Quito, la capitale, et qui étaient spécialisés montagne, et les cordistes de Tena, province, qui étaient eux plutôt spécialisés dans le bâtiment ou dans d'autres trucs. Donc il y avait une dynamique un peu horrible entre eux. Après il y avait un cordiste qui expliquait au photographe comment faire son job, le photographe qui expliquait au gars du drone comment faire son job. Et au final la responsable de tout ça, elle était trop sympa et elle n'arrivait pas trop à contrôler un peu tout ce bazar. Donc ouais, c'est vrai que c'était pas facile, ça rajoutait un peu de logistique avec une petite réunion de crise la veille du saut. Où je les ai fait se lever à 4h du mat en leur disant qu'ils étaient trop lents. Et au final, après on est arrivé, on a attendu 3 heures. Et après on est descendu, on a réattendu 3 heures. Donc un peu tyran. Je pense que ce que vous voyez pas, c'est que je pense pour descendre, pour quelqu'un de normal, les gens, ça prend vraiment, c'est long quoi. Moi j'y étais pas, mais en ayant parlé du coup, organiser le tournage sur place, ça prend vraiment du temps. Et forcément Nouria, qui est ses cordes, qui monte, qui descend, forcément elle se trouve toujours dans la position où elle attend quoi. Et ça, je pense, c'est frustrant, surtout quand tu es dans ce contexte-là. Mais bah voilà, faut imaginer des gens qui ont, vous avez vu un peu le genre de plan sanglier que c'était pour descendre sur la chute, avec des cordes, avec tout ça, avec du matériel. Donc forcément, c'était, bah ouais, il y a un peu d'inertie quoi. J'appelle ça comme ça, l'inertie. Notre perception de la chose. Mais ouais, c'était, je pense, vraiment compliqué. Mais il y avait aussi cette volonté, enfin entre ceux qui étaient un peu en coulisses, de faire en sorte qu'il y ait quand même cette équipe de sécurité en bas, parce que les gens qu'on a vus avant dans le film qui se font mal, qui se pètent des vertèbres, on ne montre pas dans le film ce qui passe après. On voit la douleur à la réception, mais ce qui se passe après, quand on est au fond d'une gorge, et qu'il faut 1 heure ou 2, ne serait-ce que pour atteindre la première route, et puis ensuite un temps indéterminé pour atteindre un premier hôpital dans un pays qui n'est pas forcément hyper bien équipé, il y a toutes ces considérations-là quand même auxquelles il faut penser, quoi. Donc désolé, un peu insisté pour avoir ce setup avec des cordistes, des gens en bas, une équipe de secours. Mais voilà, ça c'est tous des gens qu'on connaît personnellement, et je pense que c'était important aussi de se dire, ok, on va faire en sorte que ça marche dans les plans de Nouria, mais on essaye d'avoir ce petit matelas, comme cette sécurité pour se dire que voilà, dans le scénario du pire, on n'est pas démunis, comme l'a pu être un Eric qu'on voit avant, qui raconte cette expérience, c'est un vrai cauchemar, quoi. Donc voilà, mais là ça s'est bien passé, elle est forte. Salut Nouria, petite question, tu parles de, je suis là-haut, à gauche. Tu parles de, un moment tu t'exprimes sur la rivière qui n'est pas une vraie rivière, le béton, les compétitions, les discussions avec les mecs qui s'engueulent, on te dit de ne pas t'amuser, tout ça. Est-ce que tu penses que toutes ces périodes-là, ces moments-là, t'ont motivé encore plus pour faire ce genre de choses, des chutes ou de l'aventure, beaucoup plus poussées, et que si tu n'étais pas passé par ces moments-là, qui visiblement n'ont pas été les plus, comment dire, passionnants ou inspirants, en tout cas ont pu être une motivation à la fin? Je ne sais pas si en soi les conflits internes dans l'équipe de France ça aide, ça peut-être pas trop, mais c'est sûr que la formation en slalom depuis le passage dans un club de kayak en France jusqu'au niveau de l'équipe de France, ça c'est ultra formateur parce que ça t'apprend à avoir un répertoire technique qui est ultra large, et derrière par rapport à certains Américains, donc, par exemple Ben qui
qui est plus autodidacte, et ben en fait techniquement tu arrives à transposer ce que tu as appris en slalom à la rivière et c'est beaucoup plus facile quoi. Là il y a Yves, mon entraîneur de slalom, quand j'ai fait de la chute, direct je lui ai envoyé la vidéo et je dis t'as vu, j'ai tenu ma main droite parce que lui c'est un spécialiste de tenue de bateau main intérieure, tu vois, pour les petits jeunes pagayeurs. Et en fait, c'est assez fou de se dire, ok, c'est pas tout à fait le même sport. Il y a de l'artificiel, il y a du naturel. Parfois, on s'éloigne un peu les disciplines s'éloignent. C'est deux choses complètement opposées, mais en fait, techniquement, l'apport du slalom pour le kayak de rivière, c'est assez incroyable et du coup, je regretterai jamais quoi. Oui, merci beaucoup Noria pour ce film qui est vraiment, magnifique. Et moi, en tout cas, je me sens vraiment inspirée en tant que kayakiste avec un E par ce que tu fais. Et sinon, je voulais te demander, est-ce que tu considères que la chute c'est le plus extrême en kayak ou est-ce que déjà l'eau vive en rivière c'est déjà très extrême? Moi, souvent, j'aime pas utiliser le mot extrême. Parce qu'en fait, je trouve que quand tu commences le kayak dans ton club et que tu n'as jamais fait de rapide classe 3, tu vois, tu n'as jamais fait les rapides d'EM, la première fois que tu vas dans les rapides d'EM, c'est extrême, tu vois. Et du coup, je trouve que c'est peu pertinent d'utiliser ce mot-là, alors c'est vendeur et tout, c'est à la mode, c'est hyper cool, mais je ne sais pas si c'est très représentatif de ce que moi je fais. En tout cas, je fais du kayak de rivière et j'aime bien essayer de faire des rapides ou des passages où il y a des combinaisons techniques qui sont compliquées et où il faut que je me creuse la tête pour trouver des solutions. Après, la chute, c'est une partie du kayak, tu vois, c'est une toute petite partie. Et puis tu peux avoir des slides qui sont des rapides plus en toboggan et tu vas encore avoir des rapides de type alpin qu'on a en France où là c'est peut-être moins impressionnant mais techniquement c'est ultra continu et tu as plein de mouvements et du coup moi je trouve que ce qui est beau dans le kayak c'est d'essayer d'être fort un peu dans tout et de pouvoir tout combiner et que ce soit soit la chute ou un petit rapide technique ou juste fumer un passage sur du classe 3-4 qui n'était pas forcément très dur, mais toi, tu as mystifié le mouvement, quoi. Pour rebondir sur ce thème et pour remettre un peu de perspective, à un moment, on entend Noria en Équateur dire ouais, il y a des petites chutes, elles font 10-15 mètres, je suis quand même content de les faire. Enfin, il y a des kayakistes dans la salle, mais je pense pour 99% des gens ne vont jamais aller au-delà de 10 mètres. Et un demi% peut-être au-delà de 15. Mais on parle vraiment déjà enfin en tout cas en Europe où on n'a pas énormément de chutes, c'est un peu c'est déjà un truc fou quoi. Et cette perspective que j'aimerais vous apporter, c'est que quand on parle de qu'est-ce qui est extrême, ça dépend de ton niveau. Et quand j'entends Noria dire que finalement une chute de 10-15 mètres, c'est un peu petit, ça donne une idée, je pense, de quels sont ses repères par rapport à ce qui est extrême ou ce qui n'est pas. Mais ouais, gardez l'esprit qu'un kayakiste lambda, une chute, s'il a fait 5 mètres, déjà c'est vachement bien, il n'y en a pas beaucoup. Yves, c'est quoi toi? 10, je crois 9, 8? C'est 10. Ouais, donc on s'arrête là, on est content. Mais on sait un. Donc voilà, il y a des étalons un petit peu différents, disons, en fonction des individus. On a un peu de perspective sur ce qu'on entend dans le film aussi, parce qu'on a l'air de dire que ça pourrait faire sembler 10-15 mètres comme quelque chose d'anodin, ça n'est pas du tout, et ça n'est pour personne. Il y a encore une question. On va prendre une dernière question. Est-ce que tu fermes tes yeux à un moment donné? Oui, et si oui, à quel moment? Et aussi, est-ce que le casque prend l'impact de l'eau ou est-ce que
général, je ferme pas les yeux, à part peut-être au dernier moment sur l'impact. L'idée, c'est de garder le visuel avec la réception le plus longtemps possible. Donc d'essayer de regarder le bas le plus longtemps possible et de se laisser quand même juste le temps qu'il faut pour arriver à se couper et se recroqueviller, mais pas brusquement. Donc c'est un peu un timing à avoir, et c'est pour ça que c'est important de faire pas mal de chutes, et c'est ce qu'on disait sur l'Islande, d'avoir en fait d'accumuler un peu les secondes de vol. Et après le casque, c'est sûr que l'impact il est énorme, et souvent sur certains casques et sur certaines chutes, en fait j'ai la coque du casque et les mousses, parce qu'un casque qui protège bien en kayak, il est fait avec plein de couches pour éviter les traumas crâniens quand on tape, et souvent faut bien vérifier après les chutes que ton casque ne s'est pas un peu tout décollé sur les couches, parce que ça arrive. Et donc on change de casque assez souvent aussi. Je vais juste conclure, et puis après on va passer, je crois, à la partie cocktail, et on pourra encore discuter derrière. Mais je vais vous inviter à revoir le film demain, il sera en ligne sur Apple TV, et allez voir ce dernier plan de la chute en ralenti. Et regardez bien comme le kayak, finalement, il est plus en contact avec l'eau, Nouria en parlait avant. Et en tant que kayakiste, moi ça m'a vraiment fasciné de voir cette image-là, et c'est un peu le point de départ finalement du reste de l'histoire. Je veux dire comment on arrive à cette quasi-perfection où on a un kayak qui est en l'air, qui n'a plus aucun appui à part celui de l'air. Et un kayak, c'est pas fait pour aller dans l'air. Sans changer d'assiette, sans changer d'angle, sans vriller jusqu'au pied de la chute. Et moi j'ai trouvé ça extrêmement impressionnant. Et c'est de là que partit finalement ma réflexion, qui a amené à toute autre chose. Mais voilà, allez voir cette image, regardez-la de près, et je pense que ça va, vous repenserez à ça. Et, enfin, moi ça m'a marqué, et c'est pour ça que je pense que j'ai eu envie de raconter l'histoire de tout ce qui précédait, qui a permis à Nouria d'arriver à ce moment-là. Mais le reste, on va aller en parler autour d'un verre, je pense, de l'autre côté. Merci encore à tous.